La manifestation initiale, c'est le traité de Maastricht. Quand on fait la carte du vote pour le oui et pour le non, elle n'est pas superposable à la vieille carte du vote gauche-droite. Il serait erroné de dire que la notion de gauche et de droite n'a plus de valeur et n'a plus de sens. Mais manifestement, il y a d'autres lignes de force qui, aujourd'hui, contribuent peut-être sans doute davantage à structurer le paysage électoral. Aujourd'hui, 21% des nouveau-nés reçoivent un prénom arabo-musulman. Il y aura demain un cinquième de la population, à minima, originaire d'un pays où l'islam est pratiqué. Cet électorat-là a voté de manière massive pour Jean-Luc Mélenchon. Nous n'avons aucun autre groupe, social ou culturel, qui s'est prononcé aussi homogènement pour un candidat. Marine Le Pen, elle l'a très bien senti. Elle s'adresse à ce que j'appelle dans le livre « Le peuple de la route », cette France qui est complètement tributaire de la voiture. Et si vous ne parlez pas de ces sujets-là, alors vous êtes disqualifié. Il a révolu le temps de la France du clivage gauche-droite, la France de François Mitterrand face à Jacques Chirac. Nous sommes arrivés à l'ère de la France d'après. Donc la France d'après, c'est d'ailleurs le titre du livre de mon invité, Jérôme Fourquet, analyste politique et directeur opinion à l'IFOP, livre publié aux éditions Seuil. J'ai le plaisir de le recevoir pour cette nouvelle rencontre de Front Populaire. Bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour. Alors c'est un livre très dense, c'est le cas de le dire, très riche, qui se décompose en plusieurs parties. Alors je vous propose d'aborder la première, celle que vous décrivez comme la fin des fiefs. Ma première question, c'est à quel point notre époque est en rupture avec les époques précédentes pour que vous pensiez nécessaire d'écrire ce livre? Alors, si vous voulez, le point de départ de ma réflexion, c'est les résultats de l'élection présidentielle de 2022, et notamment le premier tour, où Valérie Pécresse et Anne Hidalgo, les deux représentantes des deux grands partis qui ont structuré notre vie politique pendant plusieurs décennies, ont obtenu le score cumulé à deux de 6,4% des voix. Dans plus de 5700 communes, Anne Hidalgo est à moins de 0,5%. Et donc là, je me suis dit, en fait, on avait déjà connu le Big Bang électoral en 2017, avec déjà un effondrement du Parti socialiste, le surgissement d'Emmanuel Macron, la qualification de Marine Le Pen au deuxième tour. Mais là, on est en saison 2, si je puis dire, et nous avons vraiment basculé dans ce que j'ai appelé la France d'après, qui s'inscrit en rupture profonde avec notre histoire de longue durée. Donc ça, c'était le point de départ, si vous voulez, qui était une analyse au plan national, au plan macro. Mais le titre du livre, le sous-titre, c'est « Tableau politique », dont il fait référence, et je veux rendre hommage au grand livre fondateur et pionnier d'André Siegfried, qui s'appelait « Tableau politique de la France de l'Ouest », qui avait été écrit au début du XXe siècle, et qui posait les bases de l'analyse sociologique et de géographie électorale, et qui s'intéressait à la France de l'Ouest. Et Siegfried avait décrit très précisément les territoires qui étaient d'influence conservatrice et ceux qui votaient à gauche. Et cette espèce de cadastre électoral, eh bien, en fait, quand on regarde les chiffres, il a été valide jusqu'au milieu des années 80. Je commence ce livre en faisant une petite monographie sur un canton de la Sarthe, dont je suis, département dont je suis originaire, et c'est pas pour faire un clin d'œil à mes racines, mais c'était un territoire que Siegfried avait particulièrement étudié, et puis que d'autres historiens et géographes ont continué de suivre au fil du temps. Donc un peu comme les carottages des géologues ou des climatologues dans des glaciers, on peut suivre comme ça progressivement l'évolution sociologique et politique de ce territoire. Et ce qu'on peut appeler la ligne Siegfried. Siegfried avait dit, voilà, il y a, ce canton est coupé en deux et la ligne de faille remonte aux guerres de Vendée, à la chouannerie. Eh bien, cette ligne d'affrontement politique nous a occupés jusqu'au début des années 80. Si vous prenez la carte du vote Giscard-Mitterrand au deuxième tour de 1981, elle est superposable quasi parfaitement dans l'ouest de la France à ce que Siegfried observait déjà il y a un siècle plus tôt. Et quand on retourne aujourd'hui dans ces territoires-là, on s'aperçoit que tout ce cadastre-là, tous ces repères, tous ces fiefs ont littéralement été métamorphosés, chamboulés, qu'on est passé à toute autre chose, et qu'aujourd'hui, ces points de repère ne sont absolument plus valides, ce qui, après cette analyse macro au niveau national, quand on descend au niveau local, nous confirme dans le sentiment que nous avons bien basculé dans une autre France, puisque c'est une des idées que j'essaie de défiler tout au long du livre,
les résultats électoraux ou les comportements électoraux ne sont in fine que la traduction ou l'expression politique et électorale d'une réalité sociologique, économique, culturelle et géographique. Et tout ce soubassement, en fait, qui était resté relativement stable dans ces grands considérants, a été dynamité en l'espace de quelques décennies, ce qui a présidé au Big Bang électoral auquel nous sommes aujourd'hui confrontés. Est-ce que ça veut dire que, comment dire, est-ce la fin du clivage gauche-droite, comme j'en parlais en introduction, parce que vous parliez Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, c'est le PS, c'est LR, donc anciennement RPR. Est-ce que c'est juste une traduction d'une offre politique avec différents individus, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de plus profond derrière? Alors, le clivage gauche-droite n'est pas définitivement enterré, n'est pas définitivement mort, sauf qu'il n'est plus le seul et unique clivage structurant. Il y a d'autres clivages qui se sont manifestés au fil du temps, et je travaille notamment sur la montée en puissance et l'affirmation, dans ce livre, l'affirmation d'un clivage autour de la mondialisation et autour de la construction européenne, donc ce qui parlera, je pense, à vos auditeurs et à vos abonnés. Et donc, on date la manifestation électorale de ce nouveau clivage. La manifestation initiale, c'est le traité de Maastricht, avec ce référendum où là déjà, et encore une fois, quand on fait la carte du vote pour le oui et pour le non, elle n'est pas superposable à la vieille carte du vote gauche-droite. Alors, on a rangé un peu rapidement cette carte dans nos tiroirs en disant, bon, c'était quelque chose d'assez atypique, assez spécifique, c'était un scrutin sur une constitution européenne. Mais on a vu monter en puissance petit à petit ce clivage qui s'exprimait avec une toute autre intensité en 2005 lors d'un autre référendum. Et ce clivage a notamment eu une traduction sociologique, en ce sens que, j'essaie de raconter ça dans ce livre, on a vu émerger des groupes sociaux qui étaient, si vous voulez, le produit de cette mondialisation. Soit que économiquement, ils en tirent des bénéfices, soit que culturellement, ils soient en phase et très allant sur cette ouverture des frontières. Donc je parle d'une génération Erasmus. C'est en début des années 2000 que le fameux film de Clapiche, L'Auberge espagnole, va sortir et rencontrer un grand succès. Et donc on voit monter ces aspirations, ce groupe social. Et électoralement, tout ça a des conséquences, puisqu'il est composé à la fois d'électeurs qui sont historiquement centristes et pro-européens, mais il va aller chercher aussi les deux ailes pro-européennes du Parti socialiste et de l'UMP, ou plus récemment des Républicains. Et on l'a vu au moment du référendum de 2005, ces deux électorats historiques ont été complètement centrifugés par ce nouveau clivage. Et ce nouveau clivage, au fur et à mesure que l'économie française et la société française s'est intégrée et insérée dans le jeu de la mondialisation, eh bien ce nouveau clivage est devenu de plus en plus prégnant. Et il a fini par avoir sa traduction lors des élections présidentielles, qui sont les élections structurantes en France, avec un candidat, Emmanuel Macron, qui s'est pensé, à juste titre, et qui a réussi à incarner le héros, le candidat de ce camp transcendant le vieux clivage gauche-droite et rassemblant tous les groupes sociaux et politiques qui avaient à cœur de transformer le pays pour le rendre plus compétitif et plus en phase avec cette mondialisation. Donc le vieux clivage gauche-droite n'a pas disparu, mais on assiste à la montée d'un nouveau clivage. Donc j'ai décrit ce qui était allant sur cette question de l'intégration dans la mondialisation, et puis on a en face d'autres expressions politiques qui, à gauche comme à droite, soit rassemblent les perdants de cette nouvelle donne, soit parlent et s'adressent à ceux qui s'en inquiètent et à ceux qui sont beaucoup plus sceptiques. Et donc, pour paraphraser la formule mille fois usitée de Gramsci sur la crise, selon laquelle c'est la période où l'ancien monde n'arrive pas complètement à mourir et le nouveau monde tout à fait à naître, je pense qu'on est dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'il y a encore des traces, bien évidemment. Il serait
erroné de dire que la notion de gauche et de droite n'a plus de valeur et n'a plus de sens auprès de nos concitoyens, mais manifestement, il y a d'autres lignes de force qui aujourd'hui contribuent elles aussi, et peut-être sans doute davantage, à structurer le paysage électoral. À quel point l'américanisation de la société, parce que ça c'est quelque chose que vous montrez dans plusieurs chapitres de votre livre, notamment via des cartes, augmentation des country clubs, par exemple en Alsace, j'ai ces exemples-là en tête, mais on a aussi les McDonald's. À quel point donc cette américanisation et aussi l'apport des vagues successives d'immigration cohabitent et transforment les bastions d'autrefois. Parce que finalement, en vous lisant, je me suis dit, mais l'américanisation finalement c'est quelque chose... je suis né dans les années 80, on en parlait déjà, donc qu'est-ce qu'elle a eu de plus ces 20 dernières années? Alors l'américanisation, on peut la refaire remonter à très loin. En gros, c'est les valises des GIs à la Libération, le Coca-Cola, les Banilons et les Lucky Strike, puis Hollywood. Mais ce phénomène s'est considérablement accéléré à partir des années 80. Donc la France, par exemple, pays de la gastronomie, compte 1550 restaurants McDonald's. On est le deuxième marché mondial pour McDo après les États-Unis. J'avais, dans un livre précédent, analysé aussi l'engouement pour les prénoms anglo-saxons. La France des Kevin, des Jordan et des Dylan. Vous en reparlez également. Voilà, j'en reparle. Alors qu'on retrouve aujourd'hui en partie dans les rangs du Rassemblement national. Et donc, c'est ce que j'ai appelé, moi, le dépôt d'une couche culturelle yankee qui est venue recouvrir un peu les vieilles couches sédimentaires culturelles traditionnelles. Alors, il reste dans certains endroits, vous avez évoqué l'Alsace, il reste comme un massif géologique érodé par le temps, quelques collines. On parle encore un peu le dialecte alsacien, on mange encore de la choucroute en Alsace, mais on y pratique beaucoup la danse country dans les villages périurbains. Et cette américanisation s'est aussi déposée et a également contribué à modifier le substrat culturel et les références qui sont celles de notre pays. Et là aussi, j'essaie de déborder le simple cadre électoral pour montrer comment nous sommes bien entrés dans une France d'après, puisque le substrat culturel a quand même été très profondément transformé. Et donc, je ne date pas effectivement aux années 80 le début de cette vague d'américanisation, mais le début de son accélération et le fait qu'aujourd'hui, quand on prend un peu de recul, en fait, c'est assez spectaculaire, en fait. Alors, on vient d'aborder l'américanisation, mais on peut aussi parler de l'apport de l'immigration et comment l'immigration a structuré et modifié notre paysage. On peut parler des kebabs, hein, c'est l'exemple qui vient en tête le plus facilement. On peut aussi parler, ce qui m'intéresse, c'est aussi la question du vote, notamment des musulmans. Vous montrez qu'en 2022, les musulmans ont voté massivement pour Jean-Luc Mélenchon. C'était déjà le cas en 2017, mais alors là, pour le coup, on est vraiment sur un vote presque communautaire. Donc la question, c'est est-ce que la France d'après, c'est pas finalement la matérialisation du communautarisme, quelque part, l'apparition du communautarisme religieux? Alors c'est déjà, avant de parler de traduction électorale, c'est déjà aussi une société qui, sur le plan démographique, a très fortement évolué en l'espace de quelques décennies. Donc je reprends dans ce livre un indicateur que j'avais déjà utilisé dans l'archipel français, qui est l'étude des prénoms. Donc on a parlé de la France des Kevin, on pourrait parler aussi de la France des Karim ou des Mohamed. Et cette étude des prénoms nous permet d'avoir un indicateur sur les dynamiques démographiques, et sur les grands équilibres démographiques du pays, qui à mon avis est plus fiable que les seuls taux de présence de population immigrée, étrangère, puisque là, avec les prénoms, on va pouvoir identifier les populations qui sont originaires ou qui sont liées à ces trajectoires migratoires. Et donc quand on fait ça, on se rend compte qu'aujourd'hui, 21% des nouveau-nés reçoivent un prénom arabo-musulman. Donc dans la France d'après, il y aura demain un cinquième de la population, à minima, qui sera originaire d'un pays où l'islam est pratiqué, donc le Maghreb, la Turquie, une partie de l'Afrique subsaharienne. Donc ça change bien évidemment considérablement la physionomie de notre société. Cette présence s'inscrit dans les territoires. Alors, ça peut être le cas via des éléments commerciaux. On a parlé des kebabs,
des bars à chicha, par exemple. Ça peut être aussi sur le plan religieux, avec l'édification de mosquées. Et l'édification d'un édifice religieux, c'est toujours quelque part un élément symbolique qui marque une présence sur un territoire. Et puis, bien évidemment, tout ça derrière a des traductions électorales. Et donc, pour revenir à ce qu'on disait à l'instant sur l'ouverture de la société française au grand vent de la mondialisation, on pense souvent aux dimensions économiques et culturelles, mais il y a également aussi les aspects ou les dimensions démographiques, avec un phénomène majeur qui s'appelle l'immigration. Et ce phénomène-là, là aussi, a imposé dans le débat politique un sujet qui était assez peu débattu jusque dans les années 70. Le surgissement du Front National sur la scène politique en France, c'est 1983-84, lors d'élections municipales partielles à Dreux et Aulnay-sous-Bois, 2 communes qui ont précocement été concernées par la question migratoire. Et donc, alors même que Jean-Marie Le Pen avait créé le Front National en 1972 et qu'il n'avait pas varié d'un iota sur sa ligne idéologique, il n'était pas audible à ce moment-là, et à partir du milieu des années 80, il le devient, parce que cette réalité démographique commence à s'imposer aux yeux de toute une partie de l'électorat. Donc, cette nouvelle donne démographique eh bien, a comme traduction, c'est pas la seule raison, mais comme traduction la montée en puissance du vote pour le Rassemblement national, et symétriquement, comme nous sommes dans un pays de droit du sol, le temps passant, toute une partie de cette population issue de l'immigration qui est née sur notre territoire va progressivement recevoir le droit de vote, acquérir le droit de vote, et constituer un électorat. Alors, tous les fantasmes circulent sur le poids de cet électorat. Si on regarde sur, non pas en termes de population générale, mais uniquement en termes de population inscrite sur les listes électorales, on doit être aux alentours de 5 à 6% du corps électoral, au niveau national. Dans certains territoires, c'est beaucoup plus. Et cet électorat-là, comme vous l'indiquez, a voté de manière massive à plus de 66%, plus des 2/3 au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 pour Jean-Luc Mélenchon. Et parmi les groupes sociaux ou culturels qui composent notre société, nous n'avons aucun autre groupe social ou culturel ou sociologique qui s'est prononcé aussi homogènement pour un candidat. Si on prend le groupe des cadres du privé, dont on peut se dire à juste titre qu'ils sont un peu le fer de lance du macronisme, ils ont voté à 42% pour Emmanuel Macron au premier tour. Donc vous voyez que c'est une nette tendance, mais ce n'est pas aussi marqué que ne l'a été le vote musulman. Alors, pourquoi ce vote aussi massif ? À la fois pour des raisons sociales, cet électorat réside souvent dans les quartiers populaires, est souvent plus modeste que le reste de la population, et a bien entendu et a été assez en phase avec les propositions sociales qui étaient portées par le candidat Mélenchon. Mais cet électorat a aussi une autre caractéristique, il est musulman, il est issu de l'immigration, et donc il est plus sensible aux questions des discriminations, notamment dans les jeunes générations, du rapport conflictuel parfois avec les forces de l'ordre, à la question du racisme. Et Jean-Luc Mélenchon et ses lieutenants ont décidé de s'adresser à cet électorat et d'en faire l'une des composantes importantes de leur coalition électorale. Ils ont été servis en cela par leurs opposants qui les ont régulièrement taxés d'islamo-gauchistes. Et donc, aux yeux des musulmans, si ce candidat était islamo-gauchiste, ça veut dire que quelque part, il était en proximité avec eux et que dans les nombreux débats qui nous ont occupés ces dernières années, eh bien, systématiquement, c'est souvent uniquement la France insoumise qui s'est portée en défense ou au secours de ces électeurs. Et donc, face à la montée du vote Zemmour et Rassemblement national, dernier élément de l'équation, eh bien, cet électorat, pour des raisons sociales, pour des raisons d'identité et pour des raisons politiques, s'est retrouvé derrière Jean-Luc Mélenchon. Ce plébiscite dont a bénéficié Jean-Luc Mélenchon dans l'électorat musulman éclaire aussi rétrospectivement la suite des événements avec une attitude très en pointe
sur le conflit israélo-palestinien de la part des responsables de la France insoumise, qui leur a valu énormément de critiques, mais manifestement tout ça est pleinement assumé, pleinement calculé, et ils entendent tenir leur ligne pour continuer, de mon point de vue, à bénéficier de ce soutien massif de cet électorat musulman dont ils pensent, à tort ou à raison, qu'il est très sensible à la cause palestinienne et qu'il faut être donc sur ce sujet, sur une ligne extrêmement tranchée par rapport au reste du paysage ou de la scène politique. Mais justement, alors j'anticipe un peu les questions que je voulais poser sur Jean-Luc Mélenchon, mais on le voit bien dans votre livre, l'électorat de Mélenchon est assez homogène. C'est-à-dire que sociologiquement. Sociologiquement, voilà. Mais du coup, alors socio-professionnellement même. Oui. Donc ça veut dire que c'est pas un vote de classe. C'est-à-dire que chez les cadres et les professions intellectuelles, comme chez les professions intermédiaires ou les employés ouvriers, son score oscille entre 20 et 25% des voix, ce qui n'est pas du tout le cas dans l'électorat de Marine Le Pen, qui est à plus de 30, aux alentours d'un tiers des voix dans l'électorat populaire et qui fait simplement 14% chez les cadres. Et on en a dit deux mots pour Emmanuel Macron. Macron, c'est le symétrique inversé du vote Le Pen. Très gros score chez les cadres et 18% chez les ouvriers employés. Donc les deux électorats principaux sont très typés sociologiquement, socio-professionnellement, ce qui n'est pas le cas de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, qui sur le seul critère de la profession parvient à toucher de manière assez homogène les différentes composantes de la population. Alors il a aussi peut-être une facilité plus grande à récupérer l'électorat de la fonction publique, parce qu'il y a peut-être aussi ce... Oui, alors, il y a aussi des voix il y a également des voix dans le privé. Et donc, si on regarde un peu l'électorat de Mélenchon, donc on a bien évidemment un vote qui est marqué sur ce qui reste des anciens bastions syndicaux. Donc on voit que dans nos enquêtes, les électeurs qui se revendiquent proches de la CGT ou de Force ouvrière, par exemple, ont survoté, comme on dit dans notre jargon, pour Jean-Luc Mélenchon. Des scores importants également chez les enseignants. A fortiori, si ces enseignants sont proches d'un syndicat, en l'espèce de la FSU. Un vote également dans toute une partie des quartiers qu'on appelle boboisés des grandes métropoles. Et donc là, c'est plus le vote des jeunes diplômés, pas forcément très bien rémunérés, mais qui ont, pour parler comme Bourdieu, un fort capital culturel et qui sont très sensibles au discours sur les discriminations, qui ont baigné dans leur formation universitaire sur toutes les thématiques de l'intersectionnalité des luttes, du wokisme, etc. etc. Donc les bastions syndicaux, cette jeunesse diplômée, on a parlé du vote des quartiers. On pourrait ajouter, on n'en parle pas suffisamment souvent, un très gros vote aussi dans les dom-toms, notamment en lien avec la question de la crise Covid. Et puis également un vote assez important dans toute une série de territoires ruraux, notamment dans le sud de la France, donc une diagonale qui courrait de l'Ariège jusqu'au Vercors, où on va être plus sur un public d'alter et décroissant, sensible à l'agriculture bio, à toutes les pratiques dites médecine douce, etc. etc. Et ce sont des territoires qui ont souvent vu arriver et se sédimenter décennie après décennie des vagues de néo-ruraux. Donc tout ça a commencé dans les années 60, donc vous voyez avec José Bové sur le Larzac par exemple, et puis jusqu'à aujourd'hui, les grands pontes de la collapsologie française résident dans des vallées drômoises. Et donc là, il y a une espèce de biotope, un écosystème qui là aussi est assez favorable à Jean-Luc Mélenchon. Donc vous voyez comment Jean-Luc Mélenchon est parvenu à agréger des segments électoraux assez divers pour parvenir à atteindre un score qui est quand même assez conséquent, puisqu'il a fait plus de 20% au premier tour de la présidentielle. Alors la question que je me pose, c'est que la stratégie du bruit et de la fureur, que vous évoquiez tout à l'heure, à quel point justement elle peut être contre-productive. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'il va gagner dans l'électorat des banlieues, musulmans ou pas musulmans d'ailleurs, est-ce qu'il ne risque pas de le perdre par ailleurs? Alors, il faut aussi avoir en tête que
toute une partie du succès de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle a reposé sur un phénomène qui reste puissant, qui s'appelle le vote utile de toute une partie de l'électorat de gauche, qui n'était pas forcément sur des positions aussi radicales que lui sur toute une série de sujets, mais qui, au regard des sondages et de la dynamique de la campagne, s'est dit que s'il voulait qu'un représentant de son camp ait une chance de figurer au deuxième tour, alors il fallait voter pour Jean-Luc Mélenchon, qui a siphonné littéralement, on en a parlé tout à l'heure, l'électorat socialiste qui a complètement déserté la candidature d'Anne Hidalgo et qui a réduit à portion très congrue le vote écolo, 4,7 pour Yannick Jadot, c'est quand même assez faible. Et Fabien Roussel a sauvegardé le petit précaré communiste, mais c'est à peine 2,5% des voix. Donc il y a cette dimension de vote utile qui était très importante dans la dynamique mélenchoniste et qui n'est pas forcément reproductible à l'infini. Et c'est sur ces ralliés-là qu'effectivement le discours hyper tranché, hyper segmentant, clivant, comme on dit dans notre jargon, que tient aujourd'hui la France insoumise, peut provoquer des débats. On voit les tensions très fortes qui existent au sein de la NUPES. Cela étant dit, Jean-Luc Mélenchon et ses principaux lieutenants sont sur une stratégie électorale et idéologique qui est très claire et très cohérente, mais qui repose sur un diagnostic et un pari. C'est celui de capter massivement cet électorat des banlieues, à la fois celui qui a déjà voté pour lui, mais aussi, pense-t-il, les millions d'abstentionnistes qui vivent dans ces quartiers et qu'il faut dégeler électoralement en, si on paraphrase le leader Maximo, parlant dru et parlant dur. Et donc c'est aussi pour ça qu'ils sont dans cette ligne de confrontation permanente avec le reste du paysage électoral, parce qu'ils sont convaincus que c'est la seule manière d'aller dégeler ce réservoir électoral qui, pense-t-il, est suffisamment vaste pour pouvoir alimenter leur dynamique électorale future. Et pour vous, est-ce que la stratégie est la bonne? Je pense notamment à une autre stratégie qui est celle de François Ruffin. Finalement, on va en parler après de la France des délaissés, parce que ça va être une partie importante de cet entretien. Mais François Ruffin parle à cette France des délaissés, la France de la périphérie, la France des campagnes. Et Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, dans une conférence à la Boétie, a clairement dit que lui, ce n'était pas sa priorité. Donc, ce qui m'étonne, moi, ce qui m'a étonné en lisant votre livre, c'est de voir que finalement, Jean-Luc Mélenchon est moins fort chez les plus modestes que ne l'est Marine Le Pen. Donc, alors, sur les publics les plus précaires, en termes de niveau de revenu, Jean-Luc Mélenchon est devant Marine Le Pen. Et c'est sur la frange, on va dire, la plus intégrée des catégories populaires, donc des populations qui peuvent être en CDI, qui pour certains sont propriétaires, notamment dans cette France périphérique, que Marine Le Pen va creuser l'écart. Mais sur la frange la plus modeste, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais qui est souvent un électorat qui réside typiquement dans ces quartiers. Parce qu'il y a une dimension sociale et sociologique avérée, mais il y a aussi une dimension géographique. C'est aussi un des fils rouges de mon travail, et en essayant encore une fois de m'inscrire modestement dans les pas de Siegfried, c'est de montrer en quoi le lieu de résidence, et donc tout l'écosystème dans lequel, ou le biotope, pour parler comme les biologistes, dans lequel vous évoluez, les paysages, la morphologie des lieux, le type d'activité économique et culturelle dominant, tout ça va influer sur votre vision du monde et sur vos votes. Et dans cet électorat populaire, eh bien, il y a clairement des différences très marquées entre l'électorat populaire qui va résider dans les zones rurales, dans les zones périurbaines ou dans les villes moyennes, et puis l'électorat populaire, plus ou moins modeste que le précédent, socialement, mais qui a comme distinction majeure de résider en périphérie des grandes métropoles et spécifiquement dans les banlieues. Jean-Luc Mélenchon part du constat que le premier électorat qu'on a évoqué est perdu pour la cause et qui ne sert à rien de dépenser de l'énergie et d'essayer de faire des espèces de contorsions idéologiques pour aller chercher cet électorat. Et il considère, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la stratégie gagnante, c'est de tout miser sur l'électorat populaire des grandes métropoles en continuant de tenir l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire
également aussi l'électorat du cœur des métropoles, qui est l'électorat bobo. François Ruffin, lui, a une autre analyse. Sans doute, encore une fois, on voit l'effet de lieu qui revient ici à la surface, puisqu'il est élu d'une circonscription qui compte à la fois les quartiers nord d'Amiens, qui sont des quartiers de banlieue, mais également aussi qui couvre toute une partie du département de la Somme, et notamment la vallée de la Somme, jusqu'à Abbeville, qui est un vieux bassin industriel textile qui a énormément souffert de la désindustrialisation. Et de par son positionnement, Ruffin, de par aussi son travail militant, c'est un élément qui compte beaucoup, sa présence personnelle et celle de ses militants dans ces territoires-là, il parvient à faire quasiment aussi bien que Mélenchon dans la partie urbaine de sa circonscription, donc les quartiers nord d'Amiens, et par contre, il a une vraie plus-value personnelle par rapport au score de Mélenchon dans la partie rurale et anciennement industrialisée et périphérique de sa circonscription. Et donc là, je pense que dans les années qui viennent, il va y avoir cet affrontement à la fois idéologique et aussi stratégique entre ces deux lignes. Parce que je dis stratégique et idéologique, si vous avez comme ambition de parler à cette France des périphéries, alors il faut faire évoluer votre discours et intégrer dans votre discours un certain nombre des façons de voir, des préoccupations. Notamment la sécurité. La question de la sécurité, mais pas seulement, vous voyez, sur des choses qui peuvent apparaître très triviales. Mais Marine Le Pen, elle l'a très bien senti. Elle s'adresse à ce que j'appelle dans le livre le peuple de la route, c'est-à-dire cette France qui est complètement tributaire de la voiture, qui passe beaucoup de temps en voiture, qui connaît par cœur le prix du carburant, qui n'a qu'une hantise, c'est que le deuxième véhicule âgé du foyer ne passe pas le contrôle technique, etc. etc. Et si vous ne parlez pas de ces sujets-là, alors vous êtes disqualifié. J'essaie de montrer dans le livre que dans une société qui s'est très fortement dépolitisée, désidéologisée, notamment dans les milieux populaires, aujourd'hui, le rapport à la politique et aux hommes politiques se fait en deux étapes. Il y a la première étape, c'est l'étape de l'analyse et du diagnostic qui est portée par le politique. Et donc l'électeur va regarder plus ou moins intuitivement si ce qu'incarne le politique, la façon dont il a de s'exprimer, les exemples qu'il prend, les thèmes qu'il met en avant, les constats qu'il fait sur l'état du pays, est-ce que ça semble conforme à la réalité vécue par cet électeur? Si ce diagnostic commun n'est pas partagé, alors comme on le fait aujourd'hui avec sa télécommande de téléviseur, on zappe immédiatement et on ne passe même pas à la deuxième étape, qui est l'écoute un peu plus attentive des propositions et des perspectives que le candidat pourrait faire. C'est-à-dire si déjà d'emblée on n'est pas d'accord sur la façon dont on voit le pays, et quelles sont les difficultés prioritaires, alors une part très importante de l'électorat zappe automatiquement et se détourne du candidat en question. Alors je vous propose de parler un peu de la géographie et de la géographie de la ville, parce que vous montrez que le vote, la nature du vote évolue en fonction, c'est assez intéressant, de l'éloignement progressif des citoyens, que ce soit des centres-villes, des grandes métropoles, que ce soit des services publics, que ce soit également des moyens de transport, notamment le TGV. Et donc Emmanuel Macron est fort dans les métropoles, et plus on s'en éloigne, plus Marine Le Pen est forte. À quel point c'est un phénomène nouveau? Alors, moi ça fait longtemps que je travaille sur ces questions, et on avait déjà vu, dès la fin des années 90, début des années 2000, comment le vote en faveur, à l'époque on disait du Front National, était lié à ce que nous appelions, avec d'autres géographes, le gradient d'urbanité. C'est-à-dire on prenait les 35 000, à l'époque 36 000 communes françaises, et on regardait quelle était la distance qui les séparait de la grande métropole, 200 000 habitants, la plus proche. Et donc ensuite on faisait des diagrammes et des graphiques en regardant le vote, la trajectoire de chaque candidat en fonction de ce gradient d'urbanité. Et on voyait déjà, du temps de Jean-Marie Le Pen, que
c'était dans les périphéries que Jean-Marie Le Pen faisait ses meilleurs scores et qu'il était plus en difficulté dans le cœur des villes. Donc ça, ce diagnostic existait déjà il y a 20 ans, sauf qu'il s'est considérablement renforcé au fil des élections. C'est-à-dire que le vote dans le cœur des métropoles soit a peu progressé, voire parfois a régressé en faveur du Rassemblement national, et qu'en revanche, il a beaucoup progressé dans les périphéries, deuxième élément, et troisième élément, que le front de la vague, si vous voulez, s'éloigne de plus en plus du cœur de la métropole. Quand on a commencé à s'intéresser à ce phénomène, notamment avec le géographe Michel Bussy, qui maintenant écrit des romans, mais à l'époque, on travaillait ensemble sur la géographie électorale, quand il était en poste à Rouen, à l'université de Rouen. À l'époque, le pic du vote pour le Front National, c'était entre 15 et 20 km du cœur d'une grande métropole. Lors de la dernière élection présidentielle, donc 20 ans plus tard, on a toujours le même diagramme, mais le pic est atteint à 30 km. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vote pour le RN a évolué géographiquement et quelque part, il suit le front d'urbanisation. C'est-à-dire que plus on s'éloigne des zones les plus densément peuplées, plus ce vote va prendre de l'importance. Donc on retombe sur notre question de la dépendance à la voiture, on retombe aussi sur des questions immobilières, l'aspiration à devenir propriétaire, ce que je disais tout à l'heure, notamment dans les milieux populaires, compte tenu des prix de l'immobilier dans le cœur et les premières couronnes des métropoles, eh bien le prix de l'immobilier impose d'aller sans cesse plus loin pour accéder à son rêve de devenir propriétaire. Mais quand on est là-bas, on est géographiquement excentré du cœur de la métropole, moins bien desservi en transport en commun, ou pas du tout, moins bien couvert par les services publics, et il y a le sentiment d'être quelque part un petit peu un citoyen de seconde zone qui s'est développé. Ça, c'est le phénomène général, le rapport aux métropoles. On développe aussi dans le livre, dans la suite de ce que nous avions fait avec Jean-Laurent Casselli dans La France sous nos yeux, un précédent livre, les effets économiques, sociologiques et donc derrière électoraux d'une transformation de notre modèle économique qui donne un poids de plus en plus important à toute l'activité touristique. Et donc autant André Siegfried, lui, s'intéressait à la nature géologique des sols, puisqu'au début du XXe siècle, l'activité économique dominante, c'était l'agriculture, et donc il y avait des terroirs qui étaient riches et pauvres en fonction des sols. Autant aujourd'hui, compte tenu du poids du tourisme dans notre économie, eh bien cette variable-là va jouer aussi sur les comportements électoraux. Et donc, on montre dans ce livre que de la même manière que plus on s'éloigne du cœur d'une métropole, plus le vote Macron, en moyenne, va diminuer, plus le vote Le Pen va augmenter. On a le même phénomène, typiquement sur le littoral atlantique, en fonction de la distance à la mer. Les communes qui ont vue sur mer votent préférentiellement pour Emmanuel Macron, et au fur et à mesure qu'on s'en éloigne, le prix du mètre carré diminue, et le vote Le Pen va augmenter. Le croisement des courbes s'effectue sur la façade atlantique, en moyenne, dans un rayon de 30 km. Et donc ça vous dit aussi, vous voyez, encore une fois, en partant de l'analyse des comportements électoraux, quand on remonte le fil, on apprend aussi beaucoup sur le métabolisme de notre société et le poids tout à fait décisif qu'a acquis l'activité touristique. Ce qu'on voit par exemple dans certaines monographies que j'ai pu réaliser pour ce livre, ce qu'on voit typiquement dans les votes de certaines communes qui bénéficient d'une rente touristique tout à fait spectaculaire, donc le Mont-Saint-Michel, la route des vins en Alsace ou en Bourgogne. Donc là, il y a à la fois le tourisme, mais il y a aussi la dimension économique de l'activité viticole. Même le Puy du Fou. Le Puy du Fou. On pourrait prendre le Königsbourg en Alsace et Saint-Cyr-la-Popie, où Emmanuel Macron, comme par hasard, est venu faire campagne dans le Lot, ou plus spectaculairement encore, dans un département qui est celui de la Meuse, qui est assez frontiste, mais on voit qu'une commune a mis très largement Emmanuel Macron devant, c'est la petite commune de Douaumont, qui bénéficie d'une rente mémorielle, si on peut dire, avec un flux touristique très important. Et donc,
on a des groupes sociaux, hôteliers, restaurateurs, opérateurs touristiques, qui sont assez nombreux dans ces micro-enclaves. Et ces micro-enclaves bénéficient d'une manne économique très circonscrite. Et on voit que sur ce sujet comme sur d'autres, en général, l'effet de ruissellement est très limité géographiquement. C'est-à-dire que soit vous êtes sur la photo, soit vous n'y êtes pas. J'en profite parce que j'ouvre une sorte de parenthèse à cette partie sur la géographie, mais est-ce que vous avez réussi à identifier ce qu'était le mouvement des Gilets jaunes et l'électorat qui représente ce qu'on a l'impression d'une chose assez gazeuse, qu'on n'arrive pas forcément à définir? Donc, est-ce que pour vous, cette France des périphéries délaissées, c'est la France des Gilets jaunes? Alors, ou est-ce que c'est plus compliqué? Alors, le mouvement des Gilets jaunes, déjà, ça a été, de notre point de vue, un mouvement sociologiquement majeur qui raconte et qui dit beaucoup de choses sur l'état de notre pays et sur ses transformations. Le surgissement était spectaculaire, mais il ne faut pas en surinterpréter l'ampleur. C'était très difficile à compter, mais au pic du mouvement, c'était 300 à 400 000 personnes. Alors, 300 à 400 000 personnes sans organisation politique ou syndicale derrière, c'est beaucoup. Mais ce n'est pas forcément non plus un mouvement de masse tout à fait spectaculaire. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, le mouvement des Gilets jaunes s'est inscrit dans la durée. Et au fur et à mesure que le temps passait, la sociologie démobilisée a évolué. C'est-à-dire que ce qu'on retrouvait dans les manifestations, dans les fameux actes, l'acte 8, l'acte 9, l'acte 10, et notamment quand on commençait à monter dans la numération des actes, donc des samedis de mobilisation, il y avait un noyau dur qui était là depuis le début, mais il y avait aussi une sociologie qui avait évolué par rapport au public initial qui s'est mobilisé spontanément sur les ronds-points. C'est celui-là qui nous intéresse le plus. Donc, il correspond assez bien à ce que j'ai appelé le peuple de la route, c'est-à-dire c'est d'abord un mouvement d'automobilistes. On rappelle toujours, c'est quand même la question d'une taxe additionnelle sur les carburants qui va mettre le feu aux poudres. On voit bien dans les lieux de mobilisation, péage autoroutier, rond-point, qu'on était bien dans cet univers paysager qui était celui de la route. Les symboles aussi qui ont été utilisés, hein, l'omniprésence des palettes, qui est un objet emblématique de cette économie de la logistique, de la France des entrepôts. Donc c'est tout ce public-là qui s'est mobilisé. On était sur un public souvent actif, qui travaille, mais qui n'arrivait plus à joindre les deux bouts. Donc c'est ce que j'appelle dans le livre le groupe étau de la société de consommation, c'est-à-dire des gens qui travaillent mais qui n'arrivent plus à suivre la cadence de consommation qui est imposée par le marché, par la publicité, et qui du coup en ressentent un sentiment de frustration et de déclassement immense, puisqu'ils se disent, si je ne peux plus accéder à telle ou telle marque ou à telle ou telle enseigne, eh bien là, ça veut dire que je ne fais plus partie de la grande classe moyenne, alors même que je travaille. Donc il y avait ce sentiment de déclassement qui était très fort. Et maintenant, une fois qu'on a essayé de dresser un peu le portrait robot, alors si on voulait aller un peu dans la simplification sociologique, mais pour donner des profils, sur le portrait robot d'un couple gilet jaune au tout début du mouvement, le mari aurait été cariste, travaillant dans les entrepôts et préparateur de commandes, et celui qui manipule le fameux Fenwick sur lequel on place les palettes. Et puis, sa compagne ou son épouse aurait été auxiliaire de vie à domicile ou aide-soignante en EHPAD. Ce secteur du vieillissement, du soin à la personne, étant très très représenté aussi, étant une source d'emploi tout à fait substantielle dans cette France périphérique. Une fois qu'on a dit tout ça, profil électoral assez varié quand même, même si le centre de gravité initial penchait plutôt à droite. C'est un mouvement contre la taxe, c'est un mouvement contre l'État, et donc c'est pas des thématiques de gauche. Hein. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon ne s'y était pas trompé. Au tout début du mouvement, il voulait pas mettre les doigts là-dedans, et c'est ensuite qu'il a donné consigne
à ses militants d'y aller. Et donc c'est à partir de ce moment-là, on a vu apparaître le fameux RIC, référendum d'initiative citoyenne, etc. Et que le mouvement s'est plus politisé vers la gauche, mais la base initiale était plutôt à droite. Et d'ailleurs, en fin politique, donc, et Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ne s'étaient pas trompés sur la nature de ce mouvement. Jean-Luc Mélenchon, on vient d'en parler, et Marine Le Pen étant spontanément en soutien, sans pour autant s'afficher trop, en sachant que cet électorat était plutôt de son côté. Avec une grosse composante aussi quand même abstentionniste, qu'il ne faut pas négliger. Et quand on a analysé les résultats des élections européennes de 2019, donc c'était le premier scrutin qui faisait suite au mouvement des Gilets jaunes, bon, on a pu faire trois constats. Premier constat, malgré la multiplicité des listes qui se revendiquaient du label Gilets jaunes, il n'y a pas eu de traduction électorale de ce mouvement dans les urnes, puisque le score cumulé de toutes ces listes, ça doit être 2%, quelque chose comme ça. Deuxième constat, scrutin très abstentionniste, comme d'habitude les européennes, mais une abstention très forte parmi le public qui, dans nos enquêtes, nous disait « moi, j'ai été proche de ce mouvement initialement ». Et troisième constat, parmi ceux qui nous disaient, dans nos sondages, j'ai participé ou j'ai été proche, en tout cas au début, parmi ceux qui sont allés voter, 40% ont voté pour la liste qui était emmenée, qui était celle du Rassemblement national. Donc ça veut dire 60% n'ont pas voté pour celle-là, mais c'était un score quasiment 2 fois plus élevé que ce qu'on observait en moyenne nationale. Donc il y avait bien ce tropisme plutôt droitier ou frontiste, même si, encore une fois, ce mouvement était très hétérogène et qu'on a pu trouver des gens de toute sensibilité, y compris beaucoup d'abstentionnistes qui étaient décrochés ou dégoûtés de la politique traditionnelle. Jean-Luc Mélenchon et ses principaux lieutenants sont sur une stratégie électorale et idéologique qui est très claire et très cohérente. Capter massivement cet électorat des banlieues, malgré la multiplicité des listes qui se revendiquaient du label Gilets jaunes. Il n'y a pas eu de traduction électorale de ce mouvement dans les urnes. Si le macronisme a évolué, c'est le moins qu'on puisse dire, sur toute une série de thématiques, sur la construction européenne, c'est une constante tout à fait irréfutable. Si Marine Le Pen souhaite franchir une nouvelle étape de sa stratégie de conquête du pouvoir, il faut aller chercher cette France des diplômés. Plutôt pessimiste pour l'offre souverainiste. Qui peut exister, mais la capacité à pas parler à une seule rive, c'est une difficulté aujourd'hui, je pense.